Invité du dimanche, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir également, n'est-ce pas? Cela dépend de l'endroit du monde où vous êtes, Télé Congo étant sur satellite. Le Congo à l'ère de la nouvelle espérance. Oh, ne vous bousculez pas dans vos fauteuils, c'est un livre qui exalte le projet initié en 2002 par Denis Sassou Nguesso. L'auteur revient sur les principaux événements qui ont émaillé la dynamique de ce projet. Et puis, il souligne combien la paix est importante pour avancer. Séraphin Mabanza, c'est son nom, il est universitaire et réside à Paris. Et il porte en lui son pays, le Congo. Contrairement à tous ceux-là qui n'ont pas apporté à leur pays et préfèrent des racontards. Alors soulignez racontards pour rester là où ils sont moins natifs. Paru aux éditions L'Harmattan, le livre compte plus de 200 pages. Séraphin, bonjour, n'est-ce pas? On peut se tutoyer sur ce plateau. Il n'y a pas de souci, bonjour, Christian Martial. Et ça va. Fort, Alors, bien. vous êtes ce Congolais de la diaspora. Oui, en effet, diaspora, oui, parce que si vous voulez, je réside en France, je suis congolais d'origine, mais je suis français, et je suis parti en France dans le cadre de mes études. Oui. Donc je me considère comme étant, bien entendu, congolais de la diaspora. Ok, votre livre, Le Congo à l'ère de la nouvelle espérance. Alors, je ris un peu. Et puis, oui, Le Congo à l'ère de la nouvelle espérance, je ris un peu. Réalité et perspective. Je venais à le dire. Je ris un peu parce que je me dis, aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. On parle chemin d'avenir. Il est déphasé, hein, votre livre. Ouais, c'est vrai que on peut penser que le livre est déphasé, mais je ne pense pas que le livre soit révolu parce que si vous voulez, le chemin d'avenir fait, si vous voulez, cette connexion entre la nouvelle espérance et le projet de société qui vient d'être mis en œuvre par le président de la République. Donc je ne pense pas que ça puisse être un livre déphasé parce que si vous voulez, ça reprend en partie, ça poursuit l'œuvre au niveau du nouveau projet qui est mis en place, donc le chemin d'avenir. Et puis, je vois la couverture. La couverture, c'est bien cette maquette de l'aéroport international de Maya Maya. Alors, pourquoi cette image? Ce n'est encore qu'une maquette, pourtant. Et puis, Écoutez, à côté, le président de la République avec un geste de vainqueur. Écoutez, Christian Martial Post, vous voyez bien qu'il y a marqué réalité et perspective. Donc les perspectives, c'est ce que bien entendu le chef de l'État entrevoit de faire. Il se projette dans le futur. Donc la maquette du livre, c'est vrai que ça reprend un peu ce qu'on peut appeler l'avenir du Congo de demain. Donc c'est déjà un projet, mais l'aéroport est déjà en construction. Donc je pense que ce n'est pas de la science-fiction. Alors, j'ai discuté avec un professeur, si je peux donner son nom, le professeur Bokiba. Il m'a posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, le livre, c'est-à-dire le projet a été édité, ce projet de société, Lequel? le projet la Nouvelle Espérance? Comment avez-vous fait pour avoir toutes ces informations? Bah écoutez, vous savez bien que j'ai eu l'occasion de travailler ici déjà au Congo, Oui, à la faveur de la nomination d'Isidore Vouba comme Premier ministre. Donc oui. j'ai fait ses débuts dans son cabinet Ah, en voilà. 2005. Donc à cette occasion, donc je suis rentré un peu en contact avec la réalité du pays. Je dois vous dire que ce livre n'est nullement une fiction machiavélique, hein. C'est nullement, bien entendu, c'est un vécu, hein. C'est la réalité de ce qui se fait actuellement dans le pays. Donc, Oui. il n'y a pas de raison que ce qui se fait aujourd'hui dans le pays ne puisse pas être reflété au niveau extérieur. Est-ce que ce n'était pas l'auteur de ce projet de société d'écrire ce livre? Ben écoutez, n'importe quel Congolais en dehors du chef de l'État peut apporter sa pierre à la construction de l'édifice. En tant que Congolais et en tant que patriote, aujourd'hui, je pense qu'il est de mon devoir, et il est le devoir donc de tous les Congolais, d'apporter un plus à ce qui se fait dans le pays. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu faire au travers de ce livre de 224 pages, de pouvoir coucher, de pouvoir dire, et de pouvoir dire bien entendu à l'opinion nationale, mais aussi à l'opinion internationale, que le Congo est en train de se faire, que le Congo est en train de se reconstruire. Voilà, justement, puisque vous le dites, hein, le maillage du pays en infrastructure de base. Pourquoi, pour vous, oui, il y a eu des avancées? Oui, tout à fait. Les avancées sont visibles. On voit un peu ici et là tout ce qui a été fait. Ici et là, des exemples.
Je peux parler par exemple de la radio, de la télé. Ah oui, Cette la maison de la maison de la radio, là où radio et nous de la sommes télé, aujourd'hui, oui, je oui, pense que c'est une œuvre grandiose oui. qui a été mise en place. Je me rappelle bien ce qui a été fait aussi au niveau de l'hôpital de Luandili, Oui, au oui, niveau de également. l'aéroport international donc, de Pointe-Noire, De Pointe-Noire, oui. le barrage hydraulique d'Umbulu, Oui. qui est un projet clé, parce que Oui. il va sans dire que demain, la ville de Brazzaville, ou en tout cas le Congo, sera électrifié, mais c'est grâce à ce boulevard énergétique. Alors, vous êtes donc d'accord avec le chef de l'État qui dit que les actes parlent mieux? Tout à fait, bien entendu. Et moi, vous appréciez le programme économique et financier, en tout cas positif, hein, pourtant l'on sait, hein, c'est pas facile pour le Congo. Jusque-là, et ces multiples missions du FMI ici n'ont pas donné le cutus du PPTE. Écoutez, le programme... Vous êtes économiste d'ailleurs. Oui, hein. bien entendu. Le programme économique, évidemment, au travers du document de stratégie de la réduction de la pauvreté, donc ce qu'on appelle communément le DCRP, Oui. qui est, si vous voulez, qui est un cadre de référence qui permet bien entendu de mettre en œuvre les initiatives pour pouvoir réguler, pour pouvoir réduire, si vous voulez, la pauvreté au niveau mondial, tout à fait au niveau des pays qui sont prêts à se lancer au niveau de l'initiative PPTE. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne bien entendu ce document de stratégie de réduction de la pauvreté, on peut dire que le Congo a fait d'énormes efforts. Les efforts ont été consentis, notamment dans les équilibres au niveau des instruments macroéconomiques. Un travail a été fait au niveau donc des structures, donc au niveau de la mise en place des structures qui permettent bien entendu d'asseoir un équilibre économique et social. Et même si vous faites allusion bien entendu aux revues des FMI, mais on peut dire quand même que le travail qui a été engagé, parce que si vous voulez, le Congo vient de loin. Il y a eu des crises successives, il y a eu des guerres, il y a eu des troubles ici et là, on a dû le voir. Mais je dois vous dire par exemple qu'il y a eu des réformes qui ont été mises en place par le passé. Mais ces réformes ont été foulées aux pieds. Ont été foulées aux pieds parce que le Congo a connu une période de troubles. Et le chef de l'État, lorsqu'il a pris à bras-le-corps ce problème, il est revenu, bien entendu, il a repris contact avec les institutions de Bretton Woods, que sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, pour pouvoir décider avec ses partenaires au développement de ce qu'il est convenu de faire par rapport à la situation du Congo. Donc je pense que le travail qui a été amorcé depuis 2000 a porté ses fruits. Donc aujourd'hui, il n'est pas un secret pour personne, si je peux dire ainsi, que dans les tout prochains mois, je pense que le Congo pourra atteindre l'initiative des pays pauvres très endettés, donc l'accession du pays à l'initiative PPTE. Lorsqu'on vous pose cette question, le Congo a réellement besoin du PPTE, quelle est votre réponse? Oui, bien entendu, parce que si vous voulez, si le Congo accède à l'initiative PPTE, oui, pays pauvres très endettés, ça va lui permettre bien entendu de dégager des ressources additionnelles, mais pour le plus grand bien des Congolais. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, on peut dire que parce qu'il faut pas bien entendu l'oublier, que le Congo est un pays tributaire d'une lourde dette, qui asphyxie aujourd'hui son économie, qui gangrène son économie. Donc, avec l'initiative PPTE, on a dû d'ailleurs le voir avec le Club de Paris, qu'il y a pas mal de dettes qui ont été épongées. Et ces dettes, parce que si vous voulez, le Congo, notre pays, est englouti par des dettes. Et une fois ces dettes épongées en totalité, nous allons voir que les ressources qui vont nous permettre de pouvoir, au lieu de payer, par exemple, tout le temps on va payer les dettes, ces ressources, on peut les utiliser pour payer les fonctionnaires, pour payer les arriérés, ainsi de suite. Le bilan socio-économique, quand j'ouvre les pages de votre livre, pour vous, il est satisfaisant? Oui, je dirais sans ambiguïté que le bilan, à mon point de vue, est très satisfaisant. Certes, il y a... très satisfaisant. Je souligne c'est-à-dire satisfaisant au superlatif absolu. Non, je dirais le bilan est satisfaisant. C'est vrai qu'il y a encore des efforts à faire. Et ces efforts, je pense que le gouvernement s'est attelé pendant le septennat passé à pouvoir relancer la machine. La machine a été relancée. Donc je pense qu'avec le chemin d'avenir, des choses vont être relancées de nouveau. Donc on va passer à la phase de la modernisation et de l'industrialisation du pays. Donc c'est grâce à ces bases, à ces jalons qui ont été posés pendant le septennat passé,
que nous allons pouvoir souffler davantage. Vous parlez également des fonds vautours, un sujet qui commence quand même à énerver. Hein. Oui, en effet, c'est vrai que on dit souvent que les fonds vautours, ce sont, si vous voulez, des institutions de crédit qui rachètent à des bas prix sur un marché secondaire la dette, bien entendu, des pays pauvres, donc des pays démunis. On a dû remarquer que ces fonds vautours sont installés souvent dans les paradis fiscaux. Donc, une fois que la situation de ces pays pauvres, de ces pays complètement démunis est favorable, ou s'améliore, voilà. En ce moment-là, ils sont comme ces rapaces-là, qui sont en train de ponctionner, qui sont en train de regarder. Dès que la situation s'améliore, voilà, ils rachètent une dette à un prix très bas, un prix très bas, et ils revendent par voie judiciaire. Et ils réalisent en ce moment-là des tels intérêts très faramineux. La diplomatie congolaise, un sujet qui revient également dans votre livre. Cette diplomatie, durant 7 ans, elle a finalement ridoré l'image du Congo. Ça, c'est aussi votre vision des choses. Oui, c'est vrai que Christian Martial Prost, je dois vous dire, avec le passage du chef de l'État à l'Union européenne, bien entendu aussi aux communautés d'États de l'Afrique centrale, on a dû voir. À l'Union africaine, pardon ? À l'Union africaine, à oui. l'UA aujourd'hui. À l'UA, vous avez dit l'Union européenne. Simple Pécadi, ok. Excusez-moi. Donc, ce passage du chef de l'État à l'Union européenne, à l'Union africaine, cette fois-ci vous allez réussir, allez-y. Je vais y arriver. Oui. Donc, ce passage du chef de l'État à l'Union africaine a permis, bien entendu, de défendre la cause de l'Afrique, un peu partout, que ce soit aux États-Unis. On a dû voir que le chef de l'État s'est intervenu au niveau des crises qui secouent encore le continent africain, notamment la crise du Darfour. On a dû voir la crise au niveau de la Côte d'Ivoire. On a dû voir aussi. Donc, ce passage du chef de l'État à la tête de l'Union africaine a permis, bien entendu, aussi bien de défendre la cause de l'Afrique, mais de donner un autre élan à l'image de notre pays. Est-ce que vous voulez me dire là que c'est l'image du Congo, c'est aussi grâce à lui-même, le chef de l'État, le président de la République? Grâce à lui-même et puis grâce à tout ce qui se fait ici au pays. Parce qu'on voit que le pays a retrouvé la stabilité. Son activisme, quoi. Son activisme, bien sûr. On voit bien que le pays a retrouvé la stabilité. On voit bien que le pays a retrouvé la sécurité. On voit bien que le pays est dans une dynamique de stabilité. Donc, il n'y a pas de raison qu'au niveau international, qu'on puisse se dire que le Congo a fait des efforts. Alors, lorsqu'on navigue avec Internet, avec le développement des techniques de la communication, peu sont ces Congolais qui parlent du bien de leur pays. Et vous prenez le temps d'écrire les choses. Attendez, je vais, vous me permettez, la page 13, vous écrivez « Je me suis donc efforcé de mettre en relief les initiatives porteuses d'espoir. En raison des défis colossaux qui jalonnent le parcours du Congo, j'ai dû choisir quelques grands chemins, celui qui me paraissait le plus significatif. L'importance d'un problème ne devrait pas être jugée d'après le nombre de pages qu'on lui consacre. » Vous consacrez énormément de pages pour parler du bien du Congo. Est-ce que pour vos proches qui sont avec vous là-bas, à l'extérieur, à l'étranger, vous ne constituez pas là un danger? Parce que pour eux, le Congo, rien ne va. Non, mais pas du tout. Cette question permet de répondre un peu à la question que se posent, bien entendu, certains hommes politiques, qu'ils soient ici ou ailleurs. J'ai dû lire au niveau des journaux, il y a une éminente personnalité du pays qui s'interrogeait. Les noms sont odieux. Qui s'interrogeait, bien entendu, si le Congo-Brazzaville existait encore. Et ça, c'est une belle réponse, bien entendu. Il s'interroge comme ça et il est au Congo? Non, il habite à l'étranger. Ah ben, il sait qu'il a des parents au Congo. Tout à fait. Et il s'interroge si le Congo-Brazzaville existe encore. Mais ses parents sont au Congo. Tout à fait. Et donc là, c'est une belle réponse à cette question-là. Donc, c'est vrai, c'est un livre de 224 pages. On ne peut pas tout dire dans le livre. Mais on peut quand même dire que des choses sont en train d'être faites. Que le Congo est en train d'évoluer, mais de progresser à son rythme. Donc le Congo est sur une belle trajectoire de progrès. Donc on peut quand même dire aujourd'hui que bien entendu c'est ça le mal de la diaspora. Est-ce que vous ne dites pas tout ceci parce que vous-même, vous avez une très forte conviction de votre État, votre pays? Non, mais parce que si vous voulez, j'ai la chance aussi de venir au pays. La chance de venir au pays? J'y viens tout le temps. Excusez-moi, depuis que le FESPAM existe, vous avez déjà été ici? Si, j'ai été l'année dernière aussi. Le FESPAM, ça vous dit quoi?
FESPAM, si vous voulez, c'est ce grand moment, bien entendu, de retrouvailles, de joie aussi, de cette communauté africaine au niveau de la musique. Alors j'ai eu raison de dire que vous êtes ce Congolais qui porte le pays en lui. Vous n'avez pas tort. Nous allons suivre donc cette interview exclusive que nous a accordée le ministre de la Culture et des Arts, Jean-Claude Gakosso. Le ministre parle du FESPAM. Le FESPAM prochain, c'est déjà demain. Demain, c'est le lancement officiel du FESPAM. Dans une interview exclusive donc accordée au service culturel de la télévision nationale congolaise, le ministre parle. Pour une série de questions autour du FESPAM prochain. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut dire, comme chez les sportifs, vous avez le moral? Nous avons le moral, j'ai une équipe soudée, j'ai un commissaire général expérimenté, un grand homme de culture qui connaît par cœur son métier, qui connaît par cœur son job, comme diraient les anglo-saxons. Je réunis mon staff tous les jours et il se tient à la disposition des artistes, à l'écoute du monde des artistes, jusqu'à des heures tardives, souvent jusqu'à 22 heures. C'est une équipe qui a le moral, qui a reçu les moyens pour faire le travail que le public attend de lui. Monsieur le ministre, cette édition, donc la 7e pour thème la musique africaine à la croisée du chemin de la mondialisation. Dites-nous pourquoi ce thème et où se situe le rapport entre la musique africaine et la mondialisation? Honnêtement, je ne sache thématique plus actuelle que la mondialisation. Ce phénomène s'est imposé à notre époque, suscitant polémiques et controverses. Pour les uns, la mondialisation rime avec l'américanisation des mœurs et des usages de notre époque. Mais vous savez que pour les autres, c'est une chance extraordinaire d'entrer dans une situation d'ouverture aux autres, d'échange avec autrui, de partage. Ici en Afrique, l'idée répandue est que la mondialisation pourrait écraser les cultures africaines, pourrait annihiler les identités africaines. Donc, c'est l'occasion pour nos intellectuels, les intellectuels africains et de la diaspora, de se poser ce genre de questions. Quelle est la place des identités africaines dans ce processus de mondialisation qui s'impose, qui paraît irréversible? Est-ce que nos cultures, notamment les cultures musicales, vont se laisser broyer par le rouleau compresseur de la mondialisation? Donc voilà la problématique de ce symposium. Et voilà le thème, en fait, de cette 7e édition du Festival panafricain de musique. Un ami qui est loin d'ici m'a appelé en suivant les chaînes étrangères. Il dit, mais écoutez, vous avez attendu... Les thèmes sont décidés en comité de direction et le comité de direction du FESPAM se réunit aussitôt après l'édition. Donc c'est depuis 2008, depuis l'année 2007, parce que la 6e édition, nous l'avons faite en juillet 2007. Quelques mois après, 2-3 mois après, nous avons tenu un comité de direction qui a retenu la thématique que nous évoquons. Donc, sans aucun rapport avec l'avènement, qui est un événement heureux de Barack Obama, comme quelqu'un a dit, au toit du monde. Au toit du monde, et c'est son rapport. Mais nous nous réjouissons de cet événement parce que le combat que nous avons mené sur le plan culturel, sur le plan intellectuel depuis des années, sous la houlette du président Sassou, il a consisté à valoriser tout ce qui relève de la part contributive de l'homme noir dans l'histoire. Ce n'est pas pour rien que nous avons fait venir ici à Brazzaville Madame Christiane Taubira, qui est une femme de grand courage, qui a fait adopter au Parlement français, comme vous le savez, cette loi qui qualifie l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et d'année en année, vous savez, nous avons organisé des activités liées à cette problématique, notamment celle du bicentenaire de l'abolition de l'esclavage, de la contribution des Noirs dans la culture moderne des Amériques, des Caraïbes. Donc c'est son rapport, mais c'est un événement heureux qui vient apporter de l'eau à notre moulin. De façon précise, cette année, le FESPAM aura combien de participants? Au fond, le nombre de participants n'est jamais évalué qu'à l'issue de l'édition. Pourquoi? Parce que
Il arrive que des artistes programmés fassent défection à la dernière minute pour diverses raisons. Mais il arrive plus souvent que des délégations étrangères arrivent en surnombre. Par exemple, cette année, mais nous avons toujours le plaisir de les recevoir, bien entendu, même quand elles arrivent en surnombre. Mais sachez qu'officiellement, le FESPAM invite 12 participants par pays, dont 2 officiels, donc 10 artistes et 2 officiels. Mais il arrive, par exemple, en 2007, la République sœur du Gabon, la République gabonaise, nous avons envoyé une délégation de près de 30 personnes. Nous en étions contents, mais c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas prévues dans les statistiques du FESPAM, mais c'est une bonne chose. Le Cameroun nous annonce une délégation de 30 personnes, par exemple. Mais l'Afrique du Sud nous annonce une délégation de près de 50 personnes. Ce sont nos frères et sœurs qui viennent célébrer la culture ici à Brazzaville, donc nous les accueillons à bras ouverts. Mais globalement, le nombre oscille entre 1800 et 2000. Est-ce qu'on peut ici se rassurer qu'ils sont bien traités pour ceux qui sont déjà à Brazzaville? Traités en termes de logement, d'accueil. Ce matin, une délégation est arrivée à l'aéroport international de Maya Maya. Elle a été accueillie par le staff du FESPAM, le commissaire général, mais aussi par mon directeur de cabinet et par le directeur général de la culture et des arts. Elle a été escortée à l'hôtel Marina et véhiculée par les moyens du parc automobile de l'État. Donc les gens sont bien traités naturellement. Et souvent, il y a eu problème après l'événement avec les artistes. Pardon. Souvent, il y a eu problème après l'événement avec les artistes nationaux autour de leur cachet. On espère que cette fois, il n'y aura pas de problème. En tout cas, j'ai instruit, voici un an, l'équipe du FESPAM de travailler à rehausser les cachets de nos artistes nationaux. J'ai d'ailleurs la liste ici mais sauf que les artistes eux-mêmes ne souhaitent jamais que l'on révèle les montants de ce qu'ils touchent. Sinon, j'ai la liste ici, élaborée par les services du commissariat général, une liste d'une cinquantaine d'artistes nationaux, orchestres de musique moderne, groupes de danse tradi-moderne, groupes de danse traditionnelle, Extra Musica, Patrou Destra, SOS Salsa, les Bantous de la capitale, Universal Zangoul, Foxy, Zembe, Pape God, Doudou Kopa, Banapotopoto. La liste est tellement longue, avec des cachets valorisés, rehaussés. Nous sommes allés jusqu'à, puisque la polémique enflait dans la cité, fut une année, je ne sais pas, en 2007 probablement, nous avons demandé que les caméras de télévision filment l'instant où chacun émarge après avoir tout caché. Donc souvent, c'est des polémiques artificiellement suscitées, mais qui font partie du jeu lié à l'événement FESPAM. J'ai compris le jeu. Au départ, je m'en étonnais, mais j'ai fini par comprendre que c'est un jeu. Il faut mettre un peu de polémique dans le milieu de l'art, des artistes. Il faut toujours un peu de polémique, un peu de piment pour donner, comment dirais-je, de l'intéressant à l'événement. Il y a également les hôteliers qui, après, lâchent des propos, à mon avis, peu commodes. Non, si un hôtelier réclame un paiement, c'est son droit le plus élémentaire. Son droit le plus élémentaire, oui, mais globalement, le FESPAM a fait face à ses obligations. Il y a de tout petites dettes, parfois c'est 600 000 qui n'ont pas été reversées à tel hôtel, parfois c'est 1 million, oui, il arrive, qui n'ont pas été versées à temps parce qu'on n'a pas eu l'entièreté de budget disponible, mais c'est des situations qui sont résorbées. Et on ne devrait pas mettre ça en avant. On ne devrait pas mettre ces questions en avant. Moi, je dis, il faut que nous célébrions plutôt la musique et non l'argent. Parce que le FESPAM, c'est d'abord la célébration de la musique et de la fraternité et non l'argent. Il ne faut pas que nous fassions de l'argent une sorte de divinité. D'ailleurs, ce serait une divinité païenne. Si nous faisions de l'argent une divinité, ce serait une divinité païenne. Donc, célébrons la musique, célébrons la fraternité, célébrons ce que nous avons de meilleur, ce qui est notre vitrine dans le monde entier. Justement, le lancement officiel, c'est à quelle heure et où? Le protocole d'État, vous savez que la cérémonie d'ouverture sera
placé sous le haut patronage du président de la République. Et donc, la précision de l'heure sera indiquée par le protocole d'État. Prenez patience, la notification sera rendue publique d'ici quelques heures, peut-être probablement demain, mais à l'accoutumée, c'est aux alentours de 16h, 17h, parce que vous savez qu'il y a ce module de show laser qui ne peut avoir lieu une fois la pénombre installée, la nuit tombée. Voilà, donc en fin d'après-midi, plutôt en fin d'après-midi. Au stade Eboué, au cœur de Brazzaville. Le podium est installé, les techniciens sont à pied d'œuvre depuis 2 semaines. Il est solide, c'est un bon podium. Et je suis allé discrètement au stade hier soir. J'ai vu que les installations son et lumière étaient en place. J'ai admiré le travail des techniciens qui étaient là depuis le matin. Jusqu'à 21h, ils étaient au stade. Bravo. Nous avons des compatriotes qui se dévouent, dont un jeune qui s'appelle Athanase, qui est là au FESPAM avec nous depuis des années, qui se dévoue. C'est vraiment l'occasion de rendre hommage à ces ouvriers dans l'ombre. La présélection. Eh bien, rendre hommage à ces ouvriers dans l'ombre, c'est peut-être aussi ce que vous faites déjà. Vous écrivez un livre sur le Congo avec des belles phrases et des beaux mots, n'est-ce pas? Vous aimez votre pays. Alors la question qui me vient à l'esprit est celle-ci. Est-ce que vous avez déjà eu cette chance de rencontrer les autorités, puisque vous parlez en bien de votre État à un moment très important? Écoutez, Christian Martial Prost, ils sont nombreux à avoir reçu ce livre et je pense qu'en ce moment, certainement, ils sont en train de s'en approprier et je pense que je suis en train d'attendre, il ne manquera pas certainement de... Ok, c'est vrai, l'homme patient mangera de bons fruits. Ainsi donc s'achève cette émission Invité du dimanche. Nous avions pour invité Séraphin Mabanza, l'auteur de Le Congo à l'ère de la nouvelle espérance, réalité et perspective. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Christian. Merci à vous, téléspectateurs.